Monsieur Pierre Baudot-Livinec est professeur de droit public à l'Université Paris-Nanterre et il est membre du Centre de droit international de Nanterre et porteur du programme ARDI, qui veut dire Archives et droit international. Il est expert au Bureau des affaires juridiques du Secrétariat des Nations Unies et il a dirigé en 2017 la publication d'un ouvrage intitulé « Forme du droit international, réflexion sur le devenir des travaux de la Commission du droit international ». Alors cette entrée par le droit international nous manquait jusqu'à présent, parce que vous avez vu que nous avions réfléchi avec des catégories soit de l'histoire du droit, soit des catégories du droit français. Donc c'était la dernière pièce indispensable de notre réflexion collective. Donc je me réjouis de vous entendre. Merci, Monsieur le Président. Merci aussi de la pudeur avec laquelle vous avez passé sous silence le fait que, en montant, je n'ai pas terminé major du concours d'agrégation. L'essentiel, comme dit l'autre, c'est de l'avoir. On est plusieurs dans ce cas. Je remercie évidemment Bénédicte Savoy et Yann Potin de m'avoir invité à parler aujourd'hui. Lorsque Yann Potin m'a parlé de ce colloque, j'étais évidemment tout de suite attiré, puisque pour des raisons que je vais évoquer dans un instant, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, il est au cœur du droit international, donc immédiatement on a envie d'en parler. Et j'étais dans le même temps très ennuyé, puisque, sans être excessivement formaliste, ça a déjà été beaucoup dit, le droit des objets à disposer d'eux-mêmes, c'est une antinomie juridique. La Cour internationale de justice, en 1949, s'est intéressée au cas du comte Bernadotte. Shiva, je ne crois pas, mais le comte Bernadotte, ils s'en sont occupés. À cette occasion, on posait la question à la Cour de savoir si les Nations Unies, l'organisation, avaient la personnalité juridique internationale, puisque ce n'est pas dans la charte. Et la Cour a répondu positivement, heureusement pour nous tous. Pour le dire, elle a donné une définition de la personnalité juridique, qui est une définition finalement très commune. C'est la personnalité juridique en droit international, c'est la capacité d'avoir des droits et des obligations, et puis la capacité de les faire valoir. Lorsqu'on dit ça, on voit bien qu'un objet, formellement parlant, ne peut pas avoir la personnalité juridique. Et pourtant, si vous voulez, en droit international, qui est un droit qui est toujours en train d'essayer de convaincre de son existence et de se convaincre lui-même parfois de son existence, moi je suis convaincu, donc je ne vais pas le faire aujourd'hui dans le temps qui m'est imparti, la question du sujet, elle est centrale. Et elle est centrale dans le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, dans le principe d'autodétermination, c'est le self, du right to self-determination. Voilà, la question du sujet est absolument centrale. Et ce que je voudrais très brièvement montrer, c'est que dans le cadre du droit des peuples, finalement, l'objet a été transfiguré en sujet. Et puis aujourd'hui, il y a une forme de, non pas de retour en arrière, mais de renvoi, si vous voulez. C'est-à-dire que le peuple, le sujet peuple, se réalise aussi par la libre disposition de ces objets. Alors le peuple, objet du droit international, je vais faire un rappel très court pour rester dans mon temps, mais si l'on regarde la Charte des Nations Unies, c'est un instrument incroyablement colonialiste. Alors certes, la Charte reconnaît principiellement, si vous voulez, le droit à l'autodétermination, mais lorsqu'on en vient aux choses un petit peu sérieuses, c'est-à-dire à ce que l'on appelait pudiquement à l'époque les territoires non autonomes, les territoires coloniaux, il n'est plus du tout question de peuple. La Charte parle de populations qui ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes, et elle demande aux puissances qui ont la mission sacrée de s'occuper de ces populations, eh bien de les aider, je cite de nouveau la Charte, dans le développement progressif de leurs libres institutions politiques. Absolument, vous ne trouverez pas le mot indépendance dans la Charte. Ça, c'est le monde de 1945, et tout à l'heure, mon collègue Vincent Negri a cité la résolution 1514. Effectivement, en 1960, l'Assemblée générale réalise une véritable révolution en fait, juridique par cette résolution et sa petite sœur, adoptée le même jour, la résolution 1541. Ces deux résolutions, elles font, si vous voulez, elles reposent sur un double mouvement. Elles disent, les populations dont je parlais tout à l'heure, ce sont des peuples. Et ces peuples, on peut très facilement les identifier parce qu'ils sont territorialement situés. Ils sont géographiquement distincts et ethniquement distincts de la puissance coloniale, ce qu'on appelle chez nous le critère de l'eau salée, parce qu'il y a une séparation. Dès qu'il y a peuple, il y a droit à disposer d'eux-mêmes. On oublie le progrès, la libre administration, droit de disposer d'eux-mêmes,
droit à l'indépendance ou à la libre association, la libre intégration, mais évidemment, c'est l'indépendance. Donc là, si vous voulez, il y a un mouvement extrêmement fort qui se fait, où d'un coup, l'objet devient sujet et il exerce le plus essentiel des droits en droit international, celui d'accéder à la puissance étatique. Alors, pour le montrer, juste comme il est un petit peu tard, voilà. Vous voyez, ça c'est une carte des Nations Unies, officielle si on veut, on la trouve sur site. Tout ce qui est en bleu, ce sont les États membres originaires des Nations Unies en 1945. Les jaunes sont des États souverains qui, pour tout un tas de raisons, parce qu'ils ont perdu la guerre, parce qu'ils sont neutres, ne sont pas membres des Nations Unies en 1945. Et puis en rouge, alors si vous mettez de côté l'Alaska, le Groenland, ça c'est des cas particuliers, mais évidemment, l'immensité du rouge, ce sont les peuples coloniaux. Là, vous avez à présent toujours une carte des Nations Unies, le monde aujourd'hui. Donc, voilà, ça se passe de commentaires. La Terre est bleue comme une orange, hein, mais il reste un petit peu de rouge, le Sahara occidental. Et puis, si on regarde bien, on voit ici, là, vous voyez, il reste la Nouvelle-Calédonie, qui est encore en rouge pour quelques mois. Voilà. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que le droit des peuples vraiment réalise cette transformation de la société internationale et du droit international. La question qui se pose alors, c'est qu'est-ce qu'on fait du droit des peuples? Qu'est-ce qu'il devient? C'est là que mes objets réapparaissent progressivement. Dans la décennie suivante, en 1970, il y a un double mouvement qui s'opère. Je vous passe les textes pour rester dans le temps, mais le premier mouvement, c'est de dire tous les peuples ont le droit à disposer d'eux-mêmes. Donc, pas simplement les peuples coloniaux, tous les peuples. Premier enjeu, qu'est-ce qu'un peuple? Et puis, deuxième dimension, ou seconde dimension plutôt, ce droit à disposer de lui-même, le peuple peut aussi l'exercer, en tout cas l'opposer à l'État. Il peut le réclamer, il peut en revendiquer l'exercice à l'État sans menacer l'intégrité territoriale et l'unité politique de l'État. Et ce sont ces deux dimensions, l'identification du peuple et le mode d'exercice renouvelé de ce droit à disposer de lui-même, qui fait ressurgir l'objet. Pour le comprendre, je prendrai deux exemples. J'étais un petit peu attiré pour en prendre trois et de vous parler aussi de l'affaire des biens mal acquis entre la Guinée équatoriale et la France. Mais bon, il se trouve que je travaille un peu pour la France dans cette affaire, donc je préfère ne pas trop en dire, parce que je ne serais pas forcément objectif. Je dirais simplement dans cette affaire que si la France a raison, ce que j'espère, un jour se posera la question de savoir ce que l'on fera des biens donc, qui ont été pris à M. Obiang, le premier vice-président, son immeuble avenue Foch, ses 17 voitures, qui ne sont pas des C4 Grand Picasso comme la mienne. Qu'est-ce qu'on fait de ces biens? Le produit de ces biens, à qui va-t-il? S'il retourne à l'État de Guinée équatoriale, en fait, la logique est faite. Donc, c'est le peuple de Guinée équatoriale qui doit récupérer le produit de ces biens à terme, et ça posera des questions complexes juridiquement. Les deux autres exemples que je voudrais évoquer rapidement, très rapidement. Le premier, c'est la déclaration sur les droits des peuples autochtones. Donc, c'est un autre texte des Nations Unies qui est bien connu, de 2007. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que juridiquement, la portée juridique de ce texte, c'est une résolution de l'Assemblée générale, c'est une portée juridique très faible. Ce n'est pas du tout un traité, ce n'a rien de contraignant, etc. Mais c'est une victoire symbolique extrêmement forte. Ce texte a été négocié pendant des années, et la pierre d'achoppement de ce texte est de savoir si on allait parler de population autochtone ou de peuple. Et donc la victoire symbolique de cette déclaration, c'est de parler des peuples autochtones et de leur reconnaître des droits collectifs, par contraste, par exemple, aux personnes qui appartiennent à des minorités nationales, qui ont des droits individuels dans le langage des Nations Unies, mais qui n'ont pas de droits collectifs, ou alors très très peu. Parmi les droits que cette déclaration reconnaît aux autochtones, on trouve, alors je cite très rapidement, le droit au développement et au maintien de ces traditions culturelles, y compris l'artisanat, les dessins, les modèles. La déclaration précise, les États doivent accorder réparation, y compris par la voie de la restitution en cas en ce qui concerne ces biens culturels, intellectuels, religieux. Deuxième clause, les traditions spirituelles. On retrouve exactement la même logique. Les peuples autochtones, dit la déclaration, ont le droit d'utiliser leurs objets rituels et d'en disposer. Ils ont le droit de disposer de leurs objets rituels. Et là encore, on va retrouver une obligation de l'État de rendre effectif ce droit. Troisième possibilité, le patrimoine culturel en général, la même logique.
les peuples autochtones ont le droit de disposer de leur patrimoine culturel, ils ont compris la propriété intellectuelle collective de ce patrimoine, et les États doivent le mettre en place. Il s'agit donc de droits collectifs, il s'agit de droits qui, à défaut d'une expression politique, matérialisent, si vous voulez, le droit à l'autodétermination des peuples autochtones, et ce sont des droits qui emportent des obligations positives pour les États, y compris et surtout celle de la réparation. C'est la dernière étape de notre histoire, la réappropriation de l'objet comme élément d'identification des peuples. Alors ici, je voudrais, ce sera mon dernier exemple, j'ai presque épuisé mon temps, dans une affaire récente jugée par les chambres extraordinaires des tribunaux cambodgiens, les tribunaux dits Khmer Rouge, les chambres, enfin l'une des chambres, c'est l'affaire Khieu Sampan Nonsea, étant donné que les accusés sont indigents, le mode de réparation est extrêmement particulier. C'est des réparations qui sont présentées par les parties civiles et qui doivent censément, selon le règlement du tribunal, si vous voulez, refléter les intérêts mémoriels des parties civiles de manière collective. Donc on a proposé une journée de commémoration, différents types de mémoriaux, etc. Et notamment, le tribunal a accepté l'édification d'un mémorial, d'une statue d'un artiste franco-cambodgien qui s'appelle « À ceux qui ne sont plus là ». Donc elle est ici, je vais vous la montrer. Et alors, voilà, donc cette statue, elle a été, si vous voulez, sa mise en place a été décidée par le tribunal comme un élément de réparation. Elle a été installée en face de l'ambassade de France à Phnom Penh en juillet 2017. Mais si vous allez à Phnom Penh, vous ne l'y trouverez plus. Elle a été discrètement déplacée en janvier 2018. Elle a été mise au sein du musée S21, donc le musée du génocide, mais qui est un endroit, si vous voulez, le musée du génocide, qui est surtout visité par des Occidentaux, assez peu par les Cambodgiens eux-mêmes. Et il y a eu un article du Monde très récent sur cette question. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles cette statue a été déplacée. Je passe. Il y a des raisons aussi un peu politiciennes, évidemment. Mais une chercheuse du CNRS explique dans cet article qu'en fait, il y a un conflit de mémoire, elle s'appelle Anne Guillou, un conflit de mémoire important, et que ce qui est perçu comme une réparation acceptable pour les parties civiles par des magistrats essentiellement occidentaux, pas tous, mais essentiellement occidentaux, en réalité n'a pas d'écho, n'a pas de perception auprès du peuple cambodgien qui a une mémoire différente, vivante. On a exactement le même problème, ce sera mon dernier mot, devant la CPI actuellement, dans l'affaire Almadi. L'affaire Almadi, c'est les affaires de destruction du patrimoine culturel au Mali, où là, la Chambre dit qu'il faut des restitutions qui respectent la diversité culturelle. Donc, pour conclure, droit des objets à disposer d'eux-mêmes, n'en déplaise à mon ami Yann, ça n'existe toujours pas en droit international, à mon avis. En revanche, le droit des peuples à disposer eux-mêmes de leurs objets, c'est un droit qui a émergé et qui est aujourd'hui assez pertinent. Merci. Bien, merci beaucoup. Je ne vais pas me risquer à faire une synthèse. Peut-être deux observations pour ouvrir. On peut prendre un petit quart d'heure de discussion. La première, c'est une remarque qui a été faite ce matin par M. Benoît de l'Étoile, qui me paraît très pertinente du point de vue juridique, c'est que l'appropriation, l'acte de spoliation et de déplacement des objets n'a pas eu qu'une dimension matérielle de transport d'un objet d'un lieu à un autre, mais une dimension de qualification juridique, c'est-à-dire des objets qui en aucun cas n'auraient été pensés comme des objets de propriété, deviennent des objets de propriété avec un régime spécifique qui a été rappelé autour de... Donc si on les renvoie tels quels, on réinjecte quoi ? Les logiques de marché et de propriété qui étaient étrangères à ces cultures. Donc ça mérite réflexion, parce que ça peut être l'opportunité justement de penser l'inappropriable ou de penser des régimes de rapport aux objets qui ne soient pas enfermés dans la cage de fer de la propriété. Deuxième remarque sur l'histoire de la personnalité, puisqu'on évoquait sur l'histoire des masques mortuaires, il y a un article superbe de Marcel Mauss, parce que c'était l'époque où les anthropologues s'intéressaient au droit. C'est un très très bel article. Dans le moment après, c'était le moment médiéval, et il ne faut pas que vous pensiez qu'une fiction juridique, c'est comme une fiction romanesque. Il y a une certaine tendance, j'allais dire, postmoderne chez les juristes à confondre les deux. Fiction romanesque, c'est l'imaginaire livré à lui-même. Je peux être le père de mon père, on peut tout imaginer. La fiction juridique, c'est une technique.
C'est une technique pour régler une difficulté. Donc on dit on va faire comme si. Donc l'adoption, c'est je vais faire comme si. Mais il faut que ça puisse avoir une apparence de conformité au réel. Donc on ne peut pas décoller, si vous voulez, du réel de la même façon que dans la fiction romanesque. Et l'invention de la personnalité des personnes publiques, qui a été évoquée trop brièvement, mais ça c'est à cause de l'organisation de nos travaux tout à l'heure, mérite d'être appelée. Elle est examinée par Kantorowicz et Ernst dans les deux corps du roi. Et on avait, ces juristes médiévaux, ils avaient deux types de catégories. Ils avaient Dieu, qui avait ni début ni de fin, comme personne. Puis il y avait les êtres humains qui avaient un début et une fin, ils étaient mortels. Alors il fallait penser, pour penser une chose publique en dehors des catégories de la propriété privée, c'est-à-dire en charge d'un intérêt transcendant la succession des générations, quelque chose qui a un début, mais qui n'est pas de fin. Et ce qui a servi, c'est la figure des anges. Parce que les anges ont été créés, sont des êtres créés, mais immortels. Donc les personnes publiques, et les États notamment, ont ainsi été pensés sur le modèle des anges, mais pas pour faire n'importe quoi. C'était justement l'invention, aujourd'hui flageolante, de la séparation entre l'homme et la fonction. La personnalité était conçue comme une charge. C'était lié à l'histoire de la dignité. Ça, on trouve ça aussi chez Kantorowicz sur le thème de la dignité chez Dante, où évidemment celui qui va être le gardien de cette personne à une génération déterminée s'inscrit dans un lignage et il a un certain nombre de devoirs également. Or, aujourd'hui, la notion de devoir est devenue une sorte de tabou dans le vocabulaire des juristes. On ne veut penser qu'il n'y ait plus que des droits et plus aucun devoir.